Bonjour, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui est une journée chargée en débat à la Cité de l'Architecture. C'est un lieu foisonnant. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez participer à l'accueil de la dernière promotion des diplômés de Chaillot. Mais vous avez choisi d'être avec nous et donc merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui autour de Zhou Tiang, de Thomas Koldéfi, de François Tamisier, qui sont tous les trois architectes et qui ont la particularité de s'être confrontés à ce travail à distance. Alors, à distance, à la fois la distance dans l'espace, quand on habite dans une ville et qu'on travaille dans une autre, travail à distance, parce que c'est aussi travailler avec des associés, des collègues qui sont d'une autre culture, à distance, parce que c'est maintenant rendu possible avec des échanges de fichiers qui se font à toute allure. Là où il y a encore 30 ans, on avait besoin de s'appeler pour se dire on va vous envoyer un fax. Donc effectivement, la construction en Chine, comme partout ailleurs dans le monde, est sous cette influence-là, de cette accélération. Ce n'est pas un scoop, vous le savez. Et nous avons cette table ronde aussi aujourd'hui parce qu'il y a l'exposition qui est à la Cité de l'Architecture sur Paul Andreu. Vous pouvez aussi trouver le catalogue dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. Faites comme vous voulez, mais moi, je préfère aller en librairie. Et vous y retrouverez notamment les présentations sur la construction de l'opéra du Grand Théâtre à Pékin. Donc, dans un premier temps, je vous propose que, pour présenter un peu notre assemblée, qu'on fasse une brève présentation de qui est qui et de quels projets ils vont nous entretenir aujourd'hui, avant de rentrer plus avant dans le détail. Donc, tu es à ma gauche, donc François, je commence par toi. Merci Françoise. Donc François Tamisier, ancien architecte en chef du groupe Aéroport de Paris de 2007 à 2021. Et auparavant, j'étais un des principaux architectes accompagnant Paul Andreu dans ses projets à l'export de 1987 à 2007. Et à cette occasion, j'ai pu accompagner Paul Andreu de manière très proche et précise en tant que directeur des études architecturales, notamment en Chine, à la fois sur le nouvel aéroport de Pudong à Shanghai dans les années 96, puis le Grand Théâtre National à Pékin de 1998 à 2007. Et donc ma vie d'architecte, finalement, s'est dédiée durant de longues années à 100%, et je dirais même plus à 200%, essentiellement, exclusivement pour des projets chinois. Merci François. Thomas, je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous, donc moi je suis Thomas Koldéfi, je dirige l'agence d'architecture Koldéfi et Associés, qui est une agence française qui a démarré sa vie dans le Nord, à Lille principalement, et qui aujourd'hui est une agence qui est répartie sur trois sites, Lille, Paris et Shanghai. Donc moi, ma vie d'architecte a démarré assez tôt avec le travail à l'export, très jeune, qui est né à la fois d'un rêve mais d'une culture familiale où on a beaucoup été amené à voyager dans notre jeunesse, et en devenant architecte, j'ai rêvé de pouvoir continuer à voyager en travaillant, et j'ai eu cette chance et opportunité dès le retour de mes premières expériences expatriées dans des agences américaines, où en 2006, âgé de 28 ans, avec mon associée Isabelle Vanout, nous avons remporté un concours international anonyme ouvert dans la ville de Hong Kong, qui était l'Institut de Design de Hong Kong. Grande expérience, brutale et fantastique.
qui a changé le cours de ma carrière et qui me permet de réaliser donc ce rêve aujourd'hui de continuer à travailler à l'export de manière très enrichissante, avec aujourd'hui plusieurs activités multiples, notamment en Chine, avec la réalisation d'un nouveau projet de musée dans la ville de Shenzhen, mais également d'autres expériences récentes et amusantes, puisque ce travail à l'export nous a amené à pouvoir remporter un concours à Paris pour un maître d'ouvrage de Pékin, chinois, pour réaliser la résidence universitaire à la Cité internationale de Paris. Donc autre expérience, collaboration avec des architectes chinois, et puis d'autres activités en cours qui continuent de faire vivre l'agence et d'enrichir ce parcours. Merci Tiang. Bonjour, merci Françoise. Comme vous savez, je suis chinois. Je suis né en Chine il y a 50 ans. J'ai passé mon diplôme chinois en 1997 et puis j'ai passé 3 ans pour master. En Chine, la formation c'est un peu long, c'est 8 ans pour master. Et puis j'ai passé 12 ans comme enseignant dans une université dans ma ville. Puis j'ai eu la chance, j'ai eu le PUX qui est organisé par Françoise en 2002. C'est le PUX donné par le gouvernement français, initié par Jacques Chirac en 1997. Je suis dans la 5e promotion. On a 22 jeunes architectes chinois arrivent en France, à peine parler un peu français, et puis je commence dans l'école, et puis j'ai passé chez Jean Nouvel entre 2004 et jusqu'à 2019, 15 ans d'expérience. J'ai pris beaucoup chez lui, et puis je me suis dit, bon, j'ai déjà presque 45 ans, je dois travailler un peu pour moi-même. Et puis j'ai commencé à travailler des projets grâce des connaissances de collègues à l'école. À l'époque, j'ai des amis qui deviennent promoteurs, même très gros promoteurs, commençaient à intéresser à travailler avec moi parce qu'eux, ils ont besoin des différents points de vue et projets pour ces développements. J'ai eu la chance de construire 2 ou 4 projets jusqu'avant la crise financière. Aujourd'hui, la Chine, c'est un peu dans la crise immobilière. Mais pendant la construction, j'ai tombé dans plein de Covid. Ça pose le problème de distance. En fait, j'ai obligé de rester en France. C'est très difficile de voyager international à l'époque. Du coup, je dois trouver le moyen de travailler avec la méthode de distancier. Pour ça, on a eu l'idée de discussion sur la distance entre le physique, distance de aussi culture, aussi la distance aujourd'hui politique qui commence à poser. Voilà. Merci Tiang pour cette présentation. Et je retiens que dans ce que vous nous présentez et de ce qu'on a échangé aussi au préalable, que cette bascule, c'est une grande aventure à la fois humaine et professionnelle. Alors je crois que le tout premier à être dans cette bascule, François, tu as les cheveux blancs, donc c'est toi. Enfin, tu as les cheveux plus blancs que tous. Et je les avais bruns quand j'ai démarré l'expérience chinoise. Donc, et c'est d'autant plus intéressant que c'était l'aéroport de Pudong. Et l'aéroport de Pudong s'est fait dans des délais assez impressionnants. Bon, là, on est habitué. Enfin, on ne l'était peut-être pas à l'époque. Mais surtout, il a permis d'apporter beaucoup d'innovation. Donc, c'est le premier bain. Tu plonges dans le bain. Qu'est-ce que tu nous en racontes? Alors, oui, on plonge dans le bain. Ce qu'il faut savoir, comprendre, c'est qu'à l'époque, nous ne connaissions pas la Chine et nous n'avions jamais réalisé d'études ni de projets en Chine. Ça, c'est en 1996.
et on est invité à concourir à ce concours international pour la création de l'aéroport au global de Pudong, à une 50aine de kilomètres de Shanghai, au bord de la mer, de façon à offrir à la ville de Shanghai des conditions de trafic international aérien plus adaptées avec le développement de la ville. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'à cette période, Shanghai était une ville en pleine construction. On disait que le territoire de Shanghai comptait plus de grues que sur le territoire américain, au même moment. Il y avait plus de 3000 grues en fonctionnement dans les années 96-2000. Et donc, nous avons gagné ce concours de cet aéroport international en partant des rizières et de la mer. Aéroport qui, dans sa première phase, totalisait, avec le terminal, 20 millions de passagers. Donc il faut voir faire la comparaison avec Paris, Roissy. À cette époque-là, 20 millions de passagers, c'était le terminal ABCD, plus le 2E, non, le 2F qui était fini, et le 2E qui était en cours de construction. Donc c'est pour vous montrer l'immensité de la tâche qui nous incombait, la responsabilité, dans un délai imparti, obligatoire à suivre, de 3 années d'études, de concours, d'études et de chantier. Au bout des 3 années, l'aéroport devait être en état de marche, fonctionner, et il n'était pas question que le tri-bagage ou que les pistes ne puissent pas être ouvertes. C'était l'enjeu, et nous avons tenu l'enjeu. Donc cet enjeu, ce défi, nous a beaucoup inquiétés. Ce concours, nous l'avons fait en 1 mois et demi. Tout se faisait à Paris à l'époque. Nous n'avions pas de partenaire à Shanghai. L'ensemble des études du concours se faisait à Paris, les maquettes, les films. Il n'y avait pas de facilité, disons, à pouvoir utiliser les ressources locales. 1 mois et demi, c'est très court pour concevoir 220 000 m² d'aérogare, son fonctionnement, etc., mais aussi le territoire de l'aéroport lui-même, puisque c'était la campagne, sachant que des études de lien entre la ville de Shanghai et le futur aéroport étaient en cours d'études et en chantier. Donc on a décidé d'une stratégie à suivre et à tenir coûte que coûte pour être à l'heure. Un terminal aéroportuaire, c'est un objet architectural extrêmement complexe, à la fois dans sa technicité, dans sa fonctionnalité, mais aussi dans l'objectif final, c'est-à-dire pouvoir offrir la meilleure expérience design pour le parcours du passager. Il faut savoir que nous-mêmes, à Roissy, une telle installation en études et chantiers, c'est à peu près 10 ans. Ce n'est pas 3 ans. Donc l'inquiétude était immense. Et pour pouvoir... l'enjeu, c'était de gagner du temps. Partout, c'était possible d'en gagner et de s'assurer de cela. Donc dès le concours, dès l'esquisse, on a fait en sorte que le projet soit dessiné de manière à n'offrir aucune complication inutile pour le développement des études, la correction des plans des entreprises et le chantier. Et donc on a décidé que ce bâtiment serait plus haut qu'à la normale. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que tous les réseaux techniques, tri-bagages, les réseaux de fluides, de clim, etc., soient totalement indépendants des structures horizontales, de façon à éviter que la synthèse obligatoire à faire entre les plans des architectes et les plans des entreprises soit la plus courte possible et sans aucune difficulté. Et donc on n'a, pas gagné en matière de bâtiment, puisqu'on l'a construit plus haut que nécessaire, mais on a prévu
dès le départ de l'esquisse, des tranches spatiales en coupe qui étaient dédiées exclusivement à la technicité, sans jamais rencontrer ni les structures porteuses du bâtiment, de franchissement horizontal, ni le second œuvre. Et ça c'est sûrement un des gains réels de ce projet, et de pouvoir avancer sans bloquer les cellules de synthèse, sans bloquer le chantier. Notre surprise a été très grande. Nous avons gagné le concours en juin 1996. En octobre 1996, on était à peine dans le preliminary design, les fondations démarraient sur un bâtiment de 220 000 m². Donc il a fallu, durant l'été, que l'on délivre l'ensemble des notes de calcul de descente des charges, dans la boue, hein, puisque à Pudong, c'est quand même un territoire particulier, et que le chantier des pieux, de mise en place des pieux, des milliers de pieux, puisse se faire avant l'obtention du permis de construire. Donc, vous voyez, c'est des manières de procéder à l'opposé de ce qu'on connaît en France, évidemment, ou ailleurs, ou au Japon notamment, et des méthodes de réflexion pas plus archaïques en tous les cas, mais dans lesquelles il faut choisir sa méthode et s'engager, et être sûr que la méthode qu'on prend ne va pas amener à une impasse. Et ça, on avait bien compris que entre la France, où on travaillait beaucoup sur Roissy, et le Japon, où on était en train de réaliser le musée de la mer, la Cisphère, à Osaka, dans la baie d'Osaka, là, à Shanghai, il fallait trouver une autre voie de travail, une voie plus brutale vis-à-vis du bâtiment, mais en même temps qui pouvait sûrement garantir les délais. Et alors, de ton côté, Thomas, tu arrives par hasard, on peut dire, lauréat, enfin par hasard, ne le prends pas mal, lauréat d'un concours à Hong Kong. Est-ce que c'est pareil, une adaptation extrêmement rapide qui est nécessaire pour pouvoir continuer le concours et ne pas être contraint de l'abandonner? Est-ce que c'est quel type d'expérience Expérience totalement incroyable, challengeante, et je dirais que peut-être l'avantage qu'on avait, c'était justement la naïveté de notre jeune âge qui nous a enlevé une partie de la peur qu'on pourrait avoir quand on s'aventure sur ce type de projet. Comme je l'évoquais, en fait, Isabelle et moi, nous rentrions d'expérience aux États-Unis, où on travaillait sur des grands projets à l'export, notamment en Chine, mais en tant que jeunes collaborateurs dans les agences de KPF et Richard Meyer. Et on rentre en France en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à aller sur ces territoires-là, et y a-t-il des concours ouverts? Et lorsqu'on on repère ce concours, tout fraîchement revenu en France, installé dans une agence familiale, on se dit Institut de design de Hong Kong, 42 000 m², ville fantastique que j'avais visitée, alors étudiant en architecture, let's go, on tente notre chance. Avec naïveté, mais néanmoins des choses que moi j'avais appris au préalable, de se dire comment se faire remarquer, c'est un concours anonyme, donc totalement prise de risque totale. Et donc la première phase du concours, on a conçu le projet totalement à distance, à Lille, sans avoir visité le site, avec un brief très important. Et moi, j'ai eu l'instinct de former une équipe locale assez vite, en me disant aussi, je fédère autour de moi une équipe d'ingénierie locale, un architecte local implanté, peut-être que j'aurais plus de chances de percevoir et d'aller dans les phases successives. Néanmoins, ces partenaires nous ont dit « Vous êtes bien gentil, monsieur le jeune architecte, mais on attendra de voir les 5 finalistes du premier tour pour s'associer. » Donc on a envoyé par UPS nos planches de concours, avec beaucoup de liberté et de tentatives d'interprétation de ce qu'on comprenait du programme. On a appris énormément, ce qu'on réutilise aujourd'hui, la force du récit et de la narration d'un projet, notamment en Asie,
pour percuter. Alors on ne savait pas que ça allait percuter, hein, évidemment, donc on a tenté. On a proposé un projet qui jouait avec des paramètres de ce qu'on comprenait de la ville. Les paramètres du paysage, c'est une ville carte postale qui est à la fois très verticale, qui a un paysage magnifique, qui a différents quartiers, une forme de densité parfois brutale, parfois très douce. Et on se dit, si on mixe ça de manière assez lisible et assez évidente, peut-être que pour une université de design, on va proposer un projet qui est plus un projet urbain qu'un projet, je dirais, d'une forme trop définitive. Donc on a proposé un projet qui s'ouvre à l'espace public, qui joue avec la verticalité en proposant des petites tours, et puis on a déplacé tous les espaces communs de création dans une cité aérienne qui est un volume de 100 mètres par 100 mètres. Et donc notre proposition a percuté, a retenu l'attention du jury. Et puis les challenges sont tombés très très vite, puisqu'effectivement ils ont ouvert l'anonymat. Non, pas ouvert l'anonymat tout de suite. Ils nous ont d'abord demandé de vérifier nos capacités à poursuivre le projet et aussi nous mettre sous contrainte, dans le cas où on n'était pas capable de poursuivre, d'abandonner le concept et le confier à une liste d'architectes locaux, eux capés pour... donc on a eu un peu le couteau sous la gorge. Et ce que je dirais, c'est que je parlais de l'avantage de notre jeunesse, et on n'avait pas grand-chose à perdre, puisqu'on n'avait pas encore fait grand-chose par nous-mêmes. Donc on a décidé de foncer. En formant une équipe locale. On a voyagé pour découvrir le site, on a compris que nos interprétations devaient être un peu réajustées, et puis finalement on a gagné le concours. Donc on gagne le concours devant 162 concurrents, et on se retrouve dans une situation effectivement de se dire, le petit bureau français, comment va-t-il faire face à un projet de 42 000 m²? Et là, notre décision a été assez rapide. Ce qui a guidé encore notre façon de faire aujourd'hui, c'est de se dire, pour y arriver, allons sur place. Allons sur place. Voilà, on n'était pas encore d'enfants. On se dit, allons vivre l'expérience, faire face aux clients, comprendre qu'on est en capacité de communiquer. Bon, après, Hong Kong, c'est aussi une ville très cosmopolite et très internationale, donc l'anglais était assez facile pour maîtriser ça. Et puis, surtout, je dirais qu'on a décidé d'implanter une équipe, une première équipe de notre agence, dans les bureaux de l'architecte local, pour mener et tenir nos ambitions, qui ont ensuite fait face à beaucoup de débats, d'accompagnement des utilisateurs, de comités d'architectes qui validaient ou qui ne validaient pas. On s'est retrouvé face à des enjeux aussi inquiétants, comme flambée des prix de l'acier. On avait dessiné un projet assez ambitieux dans son architecture, mais pas avec les moyens d'un projet culturel de musée, parce que c'était un bâtiment universitaire. Donc on a aussi dû décider assez vite quels devaient être les combats qu'on souhaitait mener. Et on s'est focalisé sur ce qu'on pensait pouvoir apporter dans ce territoire, l'enjeu de l'échange social, de l'espace public, l'enjeu de l'ouverture vers l'extérieur, de créer un lieu qui soit une plateforme pour les créateurs, pour les futurs étudiants, de créer un lieu d'échange et de définir un projet qui soit à la fois le plus entier possible et le plus simple possible, puisque destiné à des jeunes créateurs. Donc voilà, je vous passe quelques détails techniques, mais effectivement, c'est un projet qu'on avait dessiné entièrement en acier. À ce moment-là, il y a une flambée des prix de l'acier qui a fait qu'on a dû... on nous a demandé de faire face à des compromis. On s'est retrouvé culturellement aussi face à des architectes hongkongais qui ont conseillé aux clients finalement une architecture avec une structure acier qui coûte assez cher pour se transformer dans une maille métallique plus décorative. Et nous, on a décidé, comme je disais, de proposer, d'écrire aux clients en lui disant, écoutez, si on dessine une université de design qui est là pour durer, qui doit être un campus international,
on ne doit pas faire de compromis dans ce sens, pas avoir un projet qui soit cosmétique et uniquement design, mais il faut que sa structure aussi soit lisible, elle permette aux étudiants d'apprendre comment ce bâtiment est construit. Et donc on a transformé notre bâtiment en un mixte acier et béton qui a été un challenge supplémentaire de compromis entre économie de projet et ambition architecturale. Et in fine, le bâtiment vit aujourd'hui très très bien. Il correspond à la commande et en ça a été à la fois une aventure énorme puisque nous on a décidé de passer 6 mois sur place, donc ça je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement après avoir gagné le concours, on se dit, moi et Isabelle, on ouvre un bureau à Hong Kong, on fait venir une partie de l'équipe. Et puis, après les études schématiques, design, on rentre en France et on a voyagé jusqu'à 2011, jusqu'à la livraison. Et la bonne nouvelle de ce projet, en tout cas la bonne surprise, c'est que la confiance qu'on a pu obtenir du client a fait qu'ils ont souhaité à ce que nos architectes collaborateurs continuent la mission au-delà de ce qu'ils avaient été. Ils ont embauché finalement nos architectes collaborateurs de l'agence Col de Phi pour les prolonger et pour avoir notre œil jusqu'à la livraison du projet. Et alors j'imagine, Tiang, que ce soit en Chine ou en France, quand tu as travaillé au sein de l'agence Jean Nouvel, qui a développé pas mal de projets avec la Chine, que tu as dû te trouver toi aussi confronté à ces différences de culture, à ces relations qui ne sont pas toujours simples avec le client, de comprendre dans quel bain on peut ou pas évoluer et quelles sont les marges, parce que c'est finalement la difficulté, savoir comment évaluer quelles sont les marges dans lesquelles peut se mettre en place ou pas le projet. Qu'est-ce qui t'a paru le plus simple ou au contraire le plus étrange? Quand j'ai travaillé pour Jean Nouvel, les choses se passaient plutôt, entre guillemets, faciles, parce que ce grand architecte, c'est admiré par tout le monde entier. La Chine a aussi besoin de ce genre d'architecte pour créer l'architecture unique pour la Chine. Par exemple, le projet de Namok, le Musée national d'art en Chine à Pékin, on a passé le concours, c'est des concours assez durs. C'était 3 phases et puis plusieurs. C'est presque la même chose que Paul Andrew pour l'Opéra de Pékin. C'était 2005, c'est ça? C'était 2010. On a gagné la première phase, Jean Nouvel. J'ai travaillé pour lui en tant que chef de projet, s'occupe plutôt de la communication sur place. Et on a passé la première phase, on a classé le premier contre 22 d'architectes du monde entier. Il y avait 7-8 prix de score. Et puis la deuxième phase, aussi AGN qui classé le premier, on contre Kerry, Zara, Hadid, principalement. Et puis troisième phase contre Kerry principalement. À la fin, Jean Nouvel, avec BIAD, c'est le plus gros agence à Pékin, les deux associés pour gagner le projet. Après, c'était 2014, c'est presque 3 ans de concours, plusieurs fois de modifications. On a cru qu'on peut lancer le projet facilement et construire. Mais non, ça fait 10 ans là. Le projet n'est pas encore construit. Il y a entre-temps, il y a des changements de politique, il y a des changements de chef de l'État, validation finalement par le plus haut niveau de politique. Mais il y a plusieurs raisons de jusque-là pas encore construit. Mais récemment, on a entendu il y a des bruits qui va redémarrer. C'est assez difficile, un projet depuis 2011 jusque-là, c'est 13 ans de travail. Et surtout, il y a des interventions politiques assez rudes sur l'architecture. En France, on a très beau d'expériences comme ça, mais en Chine, chacun peut donner avis pour changer, pour rechanger, pour mettre de chinoiserie. C'est des expériences assez uniques. Voilà. Mais pour moi, personnellement, quand je travaille pour moi-même, j'ai rencontré l'autre
les difficultés lors de l'échelle plus complexes, plus compliquées. En tant que jeune architecte, on n'a pas de grand nom. Surtout, on a essayé de participer au concours comme Thomas, avec différents collaborateurs. Du début, avec mon ami grec, George Badius, on a travaillé pour des projets concours en Europe, en Grèce, spécialement après la crise grecque. Il y a des financements Union européenne pour des projets, mais jamais construit. En fait, on a participé, je pense, 7 sites concours. On a eu des prix, mais jamais construit. La plupart des projets, c'est abandonné. Financièrement, ça ne marche pas. On a eu des prix, on a publié des projets. Un jour, mon ami George, il a reçu un appel. C'est un client qui vient d'acheter un bâtiment de construction des années 70, tout en béton, parce que pendant le concours, on a fait le projet en béton. C'est une matière pas chère, c'est assez dans l'esprit de Grèce, construit en pierre, des trucs minéraux solides. Avec le client, il a vu la publication, il a appelé, tiens, on a un projet. Mais à l'époque, on n'a que 2 personnes, George et moi, on a travaillé en distance. Je suis à Paris, lui à Athènes, on commence à faire, comme tous les jeunes architectes, semble une personne plan coupe, l'autre 3D et l'image. 2 personnes, une semaine, c'est bon, un projet. Après, c'est la construction sur place, c'est George qui s'occupe de chantier. Finalement, on a construit. On a eu la nomination le prix Miss Van der Rohe 2002 pour le projet de bureau. Tout à l'heure, vous pouvez regarder l'image. On a assez certifié le résultat. Par contre, le projet en Chine, c'est encore de l'autre chose. On n'a pas de droit de signer. C'est en Chine. Il y a l'acheteur local, l'ITI. On a obligé de travailler avec eux. C'est un avantage, des fois, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail pour résoudre les petits problèmes que des fois, ça peut donner une confusion. Mais des fois, c'est un avantage, on ne peut pas contrôler 100%. Il y a des choses qui ne sont pas réalisées comme on a souhaité. Voilà. On peut regarder après. Donc, à vous écouter chacun, le rôle de l'institut de projet peut être fondamental. Or, les instituts de projet, ils sont reliés soit à une province, soit à un corps soit, on peut dire, une Danway, comment on pourrait dire, soit aux aéroports, soit à la construction des trains, soit à une ville, etc. Et on le choisit plus ou moins. Comment, justement, sur ces instituts de projet, quelle relation vous avez eue parce que, suivant les cas, soit ils sont imposés d'office, soit vous pouvez les choisir. Quelles ont été ces relations avec ces intermédiaires qui sont donc essentiels, puisque c'est grâce à eux, avec eux, que peut se construire, se mettre en place le projet. Vous étiez aussi avec le Beijing Institute Alors pour l'opéra, oui. À Pékin, c'est les photos du chantier que vous voyez. Mais avec une particularité de contrat, c'est qu'à la différence de notre contrat sur l'aéroport de Pudong, notre partenaire était ECADI à l'époque, hein, ça s'appelait ECADI. Institut de Design et de Conception Est China Architectural Design Institute. Merci. Et donc, notre partenaire nous avait été imposé et il était vraiment responsable du chantier. On était les auteurs, mais il était responsable du chantier. On avait mis sur place une personne pendant toute la durée des 3 ans d'études et de chantier. Moi-même, j'y allais tous les mois. Mais la responsabilité était administrative. Elle était vraiment portée par cet institut, excellent institut. Et puis, il faut dire aussi que les clients de grands projets, des grandes infrastructures culturelles ou de transport en Chine, ce sont des clients très pointus, très experts dans leur domaine, dans le domaine concerné du projet,
avec une connaissance, je dirais, internationale du sujet en cours. Et donc, c'était assez facile pour nous d'avancer dans le projet face à des clients qui étaient vraiment des clients instruits et éclairés. Donc, le dialogue se faisait relativement facilement. Bon, il y avait toujours, évidemment, des moments de blocage, etc. Mais c'était quand même c'est une situation très appréciable. Sur Pékin, la situation était à un niveau bien supérieur, puisque ce projet est un projet d'intérêt national et pas simplement régional ou provincial, national, avec une portée internationale par ailleurs. Et donc là, il a été décidé par le client, le ministre de la Culture chinoise, que nous aurions un contrat en main propre. La partie française aurait un contrat, et la partie chinoise aussi, le BIAD. Hein, on a été automatiquement, une fois le concours gagné, associé à l'Institut de la ville de Pékin, au BIAD. Excellent institut aussi. Mais de façon à garantir, disons, la qualité d'exécution finale, globale et finale, de garantir la bonne exécution de ce chantier complexe, il a été décidé par le gouvernement qu'on aurait nous-mêmes notre propre contrat. Et ce qui fait qu'on s'est, pour le coup, installé sur place, moi-même, durant cette année, à la fois au sein de BIAD, mes collaborateurs directs étaient l'ensemble des architectes et ingénieurs de l'Institut de Pékin, mais aussi j'étais très proche du client au quotidien, puisque nos bureaux ont été les 3/4 du temps installés, disons, sur le chantier même, là où était notre client aussi. Et notre grande surprise et ma grande satisfaction, c'est que côté client, j'avais à faire face à des personnalités qui étaient de grand niveau, c'est-à-dire qui étaient architectes aussi, qui étaient scénographes, acousticiens, ingénieurs en clim, en structure, etc. Donc le dialogue, il était très facilité. Il y avait évidemment une immense responsabilité que l'on a portée et que Zhuronji, à l'époque, nous a fait savoir, nous a reçus... L'ancien Premier ministre. Oui, de Jiang Zemin. Nous avons été reçus un matin de très bonne heure à la cité, dans les jardins impériaux de la cité interdite, pour que le Premier ministre nous félicite de ce résultat, mais en même temps pour bien nous faire comprendre que notre responsabilité était immense et que, évidemment, le projet était d'importance nationale sur un site d'importance, puisqu'on était au cœur même de Pékin, à côté de la cité interdite, de la place Tiananmen, du Palais du Peuple, du Musée national de la Chine, et sur l'avenue de Chang'an Avenue, face aux jardins impériaux, là où se situent les instances gouvernementales supérieures de la Chine. Voilà, donc, et là aussi, notre client, extrêmement instruit sur le sujet de ce programme, à la fois un opéra au sens occidental du terme, concert hall et théâtre. Et on s'est rendu compte très vite que finalement, ils avaient une plus grande connaissance du sujet que nous-mêmes, puisqu'ils s'étaient préparés 4 années durant à visiter et à connaître assez précisément l'ensemble des grands projets d'opéra qui comptaient de par le monde, anciens ou contemporains. Ce concours a été très long, il a duré 1 an et demi, donc moins que pour le musée. Oui, vous étiez dans la compétition aussi, Jean Nouvel, en première phase. 3 phases, 1 an et demi. Et là, pareil, normalement, 3 ans d'études et de réalisation. Alors là, pour le coup, je peux le dire, on n'y croyait pas du tout dès le départ. Ce n'était pas possible, vu la complexité du programme, du sujet.
Et une fois le concours gagné et l'esquisse faite à Paris, je suis parti m'installer à Pékin en juillet 2000. Et la situation, politiquement, s'est bloquée sur le projet. Vous avez dû être un peu tous témoins dans la presse des critiques qui fusaient de tous les côtés sur le projet, à la fois comment dire, de la légitimité de faire un tel projet, un tel programme en Chine, alors que certains pensaient qu'il était préférable de construire des hôpitaux, des universités, des gares de train, des aéroports. Et puis l'adéquation de notre projet, très ambitieux, architecturalement parlant et techniquement parlant, et scénographiquement parlant, et acoustiquement parlant. Donc l'adéquation, pas tout à fait possible dans le cadre réglementaire de la Chine du moment, de la construction. Et donc le projet s'est trouvé bloqué très rapidement, alors que le chantier des fondations avait démarré. Et il s'est retrouvé bloqué. Vous étiez habitué déjà. On était déjà habitué. Mais là, c'était quand même un peu plus inquiétant, parce qu'il y avait vraiment de l'adversité populaire en face de nous, alors que le gouvernement nous souhaitait ce bâtiment et nous demandait de ne pas nous inquiéter. C'est vrai que c'est une situation un peu complexe. Imaginez qu'on construise en face de l'Élysée, que l'on confie ça à des étrangers. Chinois. Justement, toi qui étais très... Enfin, Zhoutiang a fait une thèse sur, ici en France, à l'école d'architecture Paris-Malaquais, sur ces architectes étrangers qui ont construit en Chine. Quelle était à l'époque, tu étais déjà jeune architecte, quelle était la réception de ce type de projet? C'était 2000, c'était juillet 2000, je me souviendrai très fortement. Sur la presse, on a découvert un projet assez étonnant, une boule un peu futuriste, entre guillemets. C'était un grand polémique qu'on n'a jamais eu. Après, on n'a jamais eu non plus. Sur ce projet-là, parce que le site est tellement sensible, c'est en centre de Pékin, en face de le centre pouvoir historique, urbain, culturel, tout. Là, c'est le site de la Chine. Un projet comme ça, passer le concours d'1 an et demi, finalement, on a choisi ça. Tout d'un coup, les architectes très influencés, le plus influencé à l'époque, qui est contre le projet, qui a lancé la pétition, deux fois, les jeunes architectes et puis les anciens contre le projet, écrit directement les politiques plus haut niveau et puis sortir la presse. On ne parle que ça entre les architectes. C'était des moments très effectivement, il y a eu une pétition des académiciens architectes, d'une vingtaine d'académiciens architectes de toute la Chine qui ont signé une pétition et déposé sur le bureau du Premier ministre en demandant l'arrêt total de l'abandon de ce projet. Vous imaginez notre choc et mon choc, moi sur place, hein, je m'étais installé à Pékin. C'était pas très bienvenu. Hein. Mais ce qui a été formidable, l'année qui a suivi, disons, durant 1 an, de juillet 2000 à décembre 2001, notre client nous a réconfortés d'abord, dans le sens où nous a demandé de préciser beaucoup de choses dans le projet qu'on n'avait pas eu le temps de préciser en si peu de temps d'études, mais nous a demandé et m'a demandé de l'accompagner dans les universités chinoises d'architecture, partout en Chine, pour que nous présentions le projet sous toutes ses facettes, à la fois architecturales, techniques, fonctionnelles, de façon à ce que le projet soit connu par les concepteurs
de manière directe, à la fois par les professeurs d'université, par les enseignants, les directeurs et les élèves. Et puis, au bout de ce parcours, est arrivé un moment, au printemps 2021, alors que le chantier était déserté par les entreprises aussi, le chantier était abandonné, où la State Planning Commission des affaires d'État, le Conseil des affaires d'État, a décidé de nommer une commission spéciale pour appréhender définitivement le sujet. Est-ce que ce bâtiment est réellement constructible en Chine ou pas? Et durant plusieurs semaines, des débats se sont tenus. Nous avons présenté des dossiers, représenté des dossiers. Les grandes universités chinoises, en termes de calcul des structures, sont intervenues aussi. Les architectes chinois sont intervenus aussi. Nous avons fait venir depuis Paris nos propres experts. Le débat a eu lieu. Et au bout de ce débat, la State Planning Commission a décidé que ce projet était finalement constructible en Chine. Et 3 ou 4 semaines après, le permis de construire a été délivré. C'était en mars ou avril 2021. Et aussitôt, le chantier a repris. Parce que, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que durant ce temps, cette année de blanche, comme ça, entre guillemets, grise, on n'a pas arrêté de travailler avec le BIAD et le client et les entreprises sur les études, sur les détails, les plans d'exécution. Et ce temps, finalement, a été un temps béni pour nous, de façon à pouvoir permettre de mettre tout à fait au point le projet. Et puis, ça a été le moment d'échange nourri entre les experts chinois, le client chinois et nos experts français. Nous avons fait rencontrer, par exemple, les pompiers de Pékin. Nous les avons invités à Paris. Ils ont rencontré les pompiers de Paris, mais aussi d'aéroports de Paris, pour comprendre que des bâtiments publics comme ça pouvaient être sécurisés par les sous-sols, les fuites, les issues de secours. Ce qu'on avait prévu dès le départ dans le projet, mais les pompiers de Pékin souhaitaient qu'on fasse des passerelles sur le bassin pour que les pompiers puissent accéder au bâtiment avec des portes dans la coque du bâtiment et que le public puisse fuir par le bassin en extérieur sur des ponts. Ce qui n'était pas possible, évidemment, dans notre récit. Et là, la force du récit, au départ, est vraiment cruciale. Il faut que le récit soit absolument non démontable pour pouvoir résister à de telles pressions qui arrivent de manière si soudaine alors que le projet avance, et pour pouvoir rester, maître de la situation architecturale et technique. Donc les pompiers de Pékin sont venus à Paris, ont visité le Louvre, les sous-sols, le CNIT, nos aérogares, le Forum des Halles. Et là, ils ont donc vu et compris et analysé la situation. Et quand ils sont rentrés à Pékin, ils ont fait évoluer la réglementation chinoise sur ce côté d'acceptation, d'enfouissement du public très profondément dans un bâtiment, au-delà de normes qui existaient à l'époque, et des fuites possibles par les sous-sols. Autre chose, nous avons fait le lien avec l'établissement public de l'Opéra national de Paris, avec son président Hugal à l'époque. Et nous avons tissé des liens avec les futurs chargés de la gestion d'un tel édifice qui sont venus à Paris et qui ont bénéficié de 6 mois à 1 an d'études et d'apprentissage au sein de l'Opéra de Paris, à la fois à Garnier et à Bastille. D'autres collaborations comme ça ont eu lieu. Et donc c'était ce moment de crise et de doute a été un moment d'ouverture totale et de construction de la confiance et de démonstration de l'envie de faire absolument ce projet qui portait en lui-même toute sa légitimité.
construction de la confiance, justement, on entend dans ce que tu dis, d'une part, l'importance culturelle. C'est-à-dire, on voit, c'est un grand projet politique, donc on imagine que comme tout projet politique, le fossé est énorme avec les multiples enjeux qu'il peut y avoir vis-à-vis de la société. Et Zhou Tiang nous le disait, ça a été un événement unique et majeur, donnant d'une certaine manière à choisir entre des architectures possiblement nouvelles et des architectures pastiches, comme les défendaient encore à l'époque les académiciens. C'est bien ça. Donc on est sur un enjeu politique et culturel auquel s'ajoute toute une série de défis techniques. Et bien évidemment le côté politique. Est-ce que ce sont des situations, que ce soit à Hong Kong ou là encore sur les projets que tu as pu être amené à travailler à cette époque, hein, on est au début des années 2000, pour rappeler le contexte, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC, 2001. C'est ça. 2001, c'est l'année de l'acceptation de Pékin qui voulait depuis longtemps accueillir les Jeux Olympiques. Donc on n'est pas dans la même Chine que la Chine d'aujourd'hui. Il faut vraiment reposer ses jalons. Comment vous le percevez? Puisque toi, tu n'es pas encore à Hong Kong, bien sûr. Hein, c'est 2006, tu es aux États-Unis. On est sur ces ponts qui commencent à se construire, je dirais, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau réglementaire, au niveau technique, au niveau politique. Tu peux nous redéfinir, vu du côté chinois? Oui, c'était début 20e siècle. Le gouvernement à l'époque, il a envie de s'intégrer la Chine dans le monde. Il veut montrer son ouverture vers l'extérieur par l'architecture sûrement, aussi par l'ambition urbaine, dans la compétition de urbaine dans le monde, comme l'effet de Bilbao, on peut dynamiser la ville par l'architecture. C'est aussi la raison de choisir le projet de Bordeaux, que vous travaillez dessus, pour montrer son ambition, pour montrer son ouverture politique, culturelle, aussi économique, qui essayait de rentrer dans le OMC. Pour ça, quand vous avez eu le problème technique, il a soutenu fortement de politique. Même il a eu des pétitions académiciens, même l'architecte très connu. Finalement, le politique, il a choisi l'ouverture. C'est pas très pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque en contraire. Après la guerre Ukraine, après le Covid, après la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la politique qui se trouve dans un moment qui est d'ailleurs comme dans tous les pays qui se tournait vers se fermer, se protéger, ce nationalisme, c'est pas le même qu'il y a 20 ans. Voilà, ça c'est le... Bon, et c'est vrai que dans notre cas, arrivant un petit peu après l'effet Bilbao qu'on a vu, qui a fait fantasmer donc beaucoup les architectes, parce que c'était des opportunités de création très très libres, assez fantastiques. Et nous, livraison en 2011 de notre premier bâtiment en Chine, malgré que ce soit à Hong Kong un peu différent. À ce moment-là, il y a quand même un développement de grands programmes de bâtiments culturels, sportifs, civiques, toute une série où la Chine veut se doter dans toutes les provinces, dans toutes les grandes métropoles de ces équipements. Donc nous, là, à ce moment-là, on a livré ce bâtiment qui finalement est une référence qui marche assez bien pour la Chine, puisqu'il fédérait, il y a du sport dedans, de la culture, des auditoriums, une bibliothèque. Et on se dit, voilà, c'est notre carte de visite potentielle pour aller sur ce territoire. Et à ce moment-là, nous, notre tactique, c'est se dire finalement,
Le bâtiment, une fois livré, il a voyagé dans les médias dans le monde entier, il est plus connu que nous. Donc nous, si on veut avoir une chance d'intégrer ces concours, qui parfois, il y a 3 ou 4 architectes invités, et puis ensuite une ouverture à d'autres, nous, on commence à faire quelques esquisses sur 2 ou 3 projets depuis Lille, et on embauche une mini-équipe chinoise depuis Lille. Et là, on se dit finalement, est-ce que l'opportunité qu'on peut avoir, c'est pas de développer des partenariats avec des instituts de design, et on envoie une architecte chinoise à Shanghai, monter un petit bureau et proposer notre book d'agence avec le projet Hong Kong pour faire des partenariats et des équipes avec des instituts design. Et donc ça nous a ouvert l'accès à des concours, comme on pourrait le faire pour candidater en France sur des lois MOP. Là, on répondait comme des architectes en groupement international avec des bureaux instituts de design chinois. Et on remporte un premier projet qui est celui de Baoan à Shenzhen en s'associant avec Ekadi. Donc on crée un premier partenariat avec eux. Un institut de projet basé à Shanghai, donc. L'institut basé à Shanghai. Et donc là, c'est un peu différent. Effectivement, nous, on arrive en tant que partenaire. Donc on se met dans la peau de collaborer, d'imaginer, faire un projet à 4 mains. Mais finalement, les réflexes des uns et des autres font qu'on se répartit assez vite les tâches. Ekadi étant très musclé sur l'ingénierie. Nous, décidant de pousser la conception, la continuité de ce qu'on voulait faire de manière créative sur l'espace public, le paysage, des bâtiments qui soient à la fois intégrés, mais en même temps qui bousculent un petit peu l'environnement. Et on gagne ce projet et on démarre cette aventure. Avec nous, de notre côté, on se garde la partie développement de l'enveloppe des espaces publics et tout le design intérieur pour faire face à la culture locale très rapide, très exigeante. Effectivement, la main prise très forte des politiques qui veulent ci et ça. On muscle notre équipe, cette fois française, à Shanghai. Donc on monte un bureau d'une dizaine de personnes avec moitié de collaborateurs étrangers, moitié de collaborateurs chinois, locaux. Et puis on négocie un contrat un peu musclé pour essayer d'avoir un maximum de missions. Et on a été peut-être un peu trop loin d'ailleurs parce que c'était un peu lourd. On a voulu aller jusqu'au dessin de construction drawings, pour se dire voilà, on ne veut pas juste être concepteur du schématique ou de l'APD. Et on a un peu regretté parce que c'était très très lourd, et là on était face effectivement à Ekadi qui nous mettait une grosse pression parce qu'eux avaient les équipes, pouvaient aller assez vite. Donc il a fallu tenir ce rythme, mais ça a été payant, puisque voilà, c'est notre choix à nous, ce que j'évoquais, de se dire en décidant d'implanter un bureau local, vu que notre ambition d'agence française est de se dire après Hong Kong, on ne veut pas en rester là, il faut qu'on arrive à peut-être continuer de proposer des projets culturels d'envergure, ou ce qui est un laboratoire aussi pour les architectes. En le faisant de manière collaborative avec des locaux, mais en ayant la capacité de maîtriser les choses avec une équipe sur place. Ça nous a permis de finalement avancer sur ce projet. Le projet de Baoan, très long, puisque finalement il va être livré en 2025, alors qu'on a gagné le concours il y a 7 ans, je pense. Et là, on s'est effectivement confronté aux multiples complexités, changements politiques, nouveaux hommes politiques qui arrivent dans le projet, qui disent mais pourquoi vous avez choisi ça, moi je valide autre chose, il faut revoir le budget, c'est beaucoup trop élevé. Donc là, ça nous demande une gymnastique très très forte avec Ekadi pour trouver des solutions. Et puis mine de rien, le projet se fait, on trouve des idées pour préserver le projet, parce que finalement le projet culturellement a été déjà beaucoup diffusé, était ancré aussi dans le territoire local, qui était l'idée de promouvoir un centre culturel, musée, centre de performance dans ce quartier de Baoan, qui était un quartier en plein boom avec l'aéroport qui a été créé à côté.
Et donc, in fine, parfois ça va vite, parfois ça peut être très long. Donc là, 2025, on va livrer ce deuxième grand projet avec cette expérience collaborative avec un institut de design. Donc choix imposé ou choisi, qu'est-ce que vous retenez? Moi, ce que je retiens, c'est que les instituts sont quand même formidables. Ce sont des forces, des entités qui sont locales déjà, par grande ville et par technicité, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Et en même temps, ce sont des instituts qui comportent à peu près 2000 à 3000 agents, architectes, ingénieurs de tous les corps de métier. Et donc c'est quand même, je trouve ça absolument formidable. C'est-à-dire on sent qu'il y a une... Moi, je l'ai découvert avec ces deux projets-là. En tous les cas, il y a une culture interne aux instituts qui est très puissante. Certains sont organisés en différentes sections et se mettent en compétition les uns par rapport aux autres pour répondre à des concours. Donc c'est aussi c'est une manière assez saine de faire avancer et survivre l'Institut lui-même et son personnel, de le mettre en compétition au cœur même de l'Institut. Voilà, alors après, il peut y avoir des rigidités parce que il y a des directions, des présidences d'instituts qui sont tenues par des personnalités plus âgées, qui représentent un univers un petit peu passé, etc. Et donc il y a des postures parfois qui sont pas très faciles à suivre, hein, mais je trouve que c'est un univers formidable et tout à fait coopératif. Cet apprentissage des différences, ah oui, Thomas. Je dirais, peut-être, on n'était pas vraiment dans les mêmes conditions, donc entre AJN et Aéroport de Paris ou Andreux. Donc nous, on avait à muscler notre rapport pour justement qu'on se fasse respecter. Parce qu'effectivement, la force des instituts de design comme ECADI qu'on a rencontrés, c'est à la fois force de frappe, c'est beaucoup de projets construits avec des expériences d'entreprise. Et ce qu'on a rencontré assez vite, nous, c'était la volonté d'aller un peu à l'essentiel très très vite avec des choses qu'ils avaient déjà fait. Alors que nous, on voulait pousser un peu les choses un peu différemment. Et puis, il y a aussi des questions économiques. Effectivement, l'effet de masse de ces grands instituts qui sont énormément d'employés, beaucoup de projets qui doivent aller vite pour trouver une forme de rentabilité. Quelque part, nous, on n'est pas exactement dans le même dispositif. On a projet après projet, on investissait en tout cas notre temps pour réaliser des œuvres importantes pour construire un bureau d'architecte international. Donc ça nous a mis dans des confrontations pas évidentes où effectivement les habitudes de l'Institut de Design aller vers plus de facilité. Donc j'ai moins connu ça, mais c'est parce que j'ai pas connu non plus tant de projets que ça avec des instituts de design qui étaient dans une coopération, on va dire, vers l'excellence. On avait le sentiment, nous, de devoir vraiment pousser les murs de l'Institut. Et en plus, comme on avait négocié notre contrat pour être un peu plus présent, ils nous le faisaient aussi un peu sentir, en disant, bon, les gars, vous avez voulu maîtriser cette mission, bonne chance, mais en tout cas, nous, on vous dit ce qui marche pas, et puis il faut aller vite. Et toi, en étant Tiang avec des clients de plus petite envergure, comment ça se passe alors? Quel est ce lien pour la réalisation vers l'excellence que chacun cherche à avoir? Je suis le sujet de la relation avec l'architecte local. Effectivement, eux, ils sont dans la logique de construction avec le code de construction. Pour le permis, pour le chantier. Du coup, avec le temps, plus en plus, eux, ils deviennent plus en plus conservateurs. Si on veut faire quelque chose de nouveau, il faut effectivement pousser plus loin possible. Des fois, dans les discussions, c'est assez musclé. Et tu dois comprendre la logique en plus, et tu dois connaître un peu mieux le code, des fois que eux,
pour essayer de trouver la solution dans la logique de réglementation, mais trouver de nouvelles choses. La plupart du temps, on a vraiment dans le combat avec ce genre de comment dire, l'architecte local, mais avec le temps, eux, ils comprennent pourquoi on fait ça, parce que des fois, c'est des projets assez uniques. C'est le client, il a confiance sur l'architecte. Surtout, avoir la confiance, c'est hyper important. Surtout, travailler en distance. Avec le client, on peut pousser les choses. Le client, des fois, il a envie de voir les nouvelles choses. Il a donné la pression à l'architecte local pour trouver une solution, que la solution conservatrice. Voilà, c'est le projet. On a essayé de construire. Début, on a quelques projets construits. Après, c'est le projet qu'on a en cours de réaliser ou jamais réalisé à cause de problèmes financiers actuellement en Chine. Aussi, on a une expérience de trouver la solution adaptée locale. Essayer d'éviter les détails très compliqués. On peut faire facilement en France, mais en Chine, c'est l'histoire. Des fois, les ouvriers qui viennent de sortir le champ, hier, ils collectaient les légumes dans le champ, au jour lendemain, ils commencent à travailler dans le chantier, qui construit le projet que vous voyez. Ce n'est pas les main-d'œuvre très très bonne qualité. Il faut adapter ce genre de logique de construction, pas faire des trucs trop compliqués. On a essayé de simplifier les détails. Pour, par exemple, le Ice Cube, c'est des détails très basiques. On a travaillé avec le consultant façadier. Après, on donne les baptêmes plus poétiques possibles qui cachent un peu les détails qui ne sont pas bien faits. Aussi, le cas des projets à Ireland, c'est pour le fabricant d'alcool. On a essayé de faire un détail tout simple pour minimiser le risque de construction. Même, on a eu les réalisations pas très satisfaites, mais on essaie d'adapter. C'est la réalité. Tu ne peux pas aller jusqu'au chantier pour contrôler de A à Z. Il faut adapter. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce que j'entends dans vos présentations, c'est que pour aller au niveau d'exigence qui est le vôtre, vous êtes à la fois obligé d'innover et à la fois obligé d'aller à l'essentiel. Oui, par exemple, pour réaliser le dôme de l'opéra, vous voyez cet immense dôme qui est un super ellipsoïde, la forme, à chaque élément de poutre, l'orientation est différente. Donc il a fallu qu'on mette en place le dessin, le design d'une pièce particulière, qui toujours la même, et qui permettrait d'absorber la variation de la courbure du dôme, en plan mais aussi en coupe, avec toujours la même pièce de raccord pour les parties horizontales de la structure, avec la charpente verticale. En ça, on a fait appel à un ami, Bernard Viry, grand, ferronnier et entreprise française à l'époque, qui a réalisé de très beaux ouvrages en France et de par le monde, de charpentes extrêmement compliquées, d'ouvrages métalliques compliqués, et qui a trouvé, et dont la formation au départ était chaudronnier, et qui a trouvé une méthode toute simple de créer une pièce particulière, vraiment basique, entre guillemets, qui a décidé de nous offrir une première pièce à l'échelle réelle. Il est venu à Pékin avec cette pièce, on l'a présentée à notre client, avec la solution qu'on validait totalement, hein, bien sûr. Et à partir de là, le client a compris, il y a eu des jours et des jours et des heures et des mois de discussion autour de cette pièce. Et finalement, lui-même, Bernard Viry, s'est retrouvé à conseiller
par la suite, des entrepreneurs chinois dans le nord de la Chine, des fabricants qui travaillent pour l'armée, la fabrication des chars chinois. Et c'est avec ces gens-là qu'ont été faits ces pièces-là. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que réflexion en France, innovation, présentation vraiment du modèle à taille réelle sur place dans les bureaux du chantier, et puis d'un seul coup, invitation par le client d'entreprises de l'armée chinoise, hein, puisque l'armée aussi a beaucoup de vecteurs dans l'industrie métallique, etc. Et puis prise en compte de cet élément et réalisation par des entreprises chinoises formidables, quand même, de l'armée. Pareil pour les monts de charge des scènes de l'opéra, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que cet opéra de Pékin, la salle elle-même de l'opéra, a un cadre de scène le plus grand au monde, parce que c'était la condition du programme chinois. Et donc, évidemment, l'outillage derrière qui va pour faire fonctionner tout ça est surdimensionné. Et là aussi, ce sont des entreprises des armées chinoises qui ont réalisé ces monte-charges. Donc moi, j'ai trouvé, comment dire, l'univers, en tous les cas, au-delà des études, mais l'univers de la construction, je l'ai découvert en Chine. Les industriels qui fabriquent les choses, c'est tout à fait formidable. Par exemple, ces grandes poutres ont été faites par les chantiers navals de Shanghai. Vous connaissiez déjà ? Qu'on connaissait déjà, qui avaient réalisé pour nous les grandes poutres des différents toits de l'aéroport de Pudong. Mais eux-mêmes font des bateaux militaires, des porte-avions, etc. Donc les visites de validation des témoins sur place au milieu des bateaux pour faire des poutres de l'Opéra de Pékin, du Dôme, c'était absolument formidable de découvrir que finalement des pans entiers de l'industrie chinoise peuvent s'intéresser aux bâtiments et pas simplement dans leur domaine restrictif de base. Moi, je vais citer un exemple autre aussi d'adaptation par rapport à ce que tu disais sur la volonté d'exigence et la volonté aussi la nécessité de faire simple avec ce qu'on peut maîtriser au maximum. Notre projet, je ne sais pas si on a vu des images de musée de Bao'an en Chine, les façades, on voulait une architecture qui incarne un peu l'idée d'un musée classique de pierre, un peu dans l'image un peu universelle d'un musée, et en même temps qui soit adapté au climat de Shenzhen, très humide, beaucoup de pollution, et aussi faire un pas de côté avec la ville un peu high-tech, très verrière. Donc notre idée, c'était d'imaginer que finalement on allait faire un gros bloc de pierre, mais qui soit fait avec le matériau verrier. Et pour ça, quand on a commencé les études, on s'est dit on va faire des façades avec une sorte de laminated marble entre deux couches de verre. On s'est aperçu que ce serait très compliqué de le réaliser pour plein de raisons techniques. On a travaillé avec notre façadier Vincent Ten pour essayer de mettre au point des détails techniques réalisables en Chine, parce qu'il avait l'expérience. Et puis finalement, on a transformé ça pour des questions technico-économiques en verre imprimé. Et on s'est adapté en faisant finalement des photos d'une carrière de marbre qu'on a trouvée en Chine. Et puis on a fait un mapping, puisqu'on ne voulait pas que ce soit à l'échelle finalement des nervures marbrées et que finalement ce motif de marbre puisse être adapté à la grande échelle de ce bâtiment. Donc on a fait des photos en haute réalisation, on a fait un mapping sur l'entièreté du bâtiment qu'on a agrandi. Et ça a permis de trouver des entreprises capables de réaliser des mock-ups avec cette technologie. Et aujourd'hui, on est en train de poser ces premiers éléments de façade. Néanmoins, ça reste un peu expérimental. Et là, nos partenaires et notre client nous renvoient un peu la balle en disant c'est vous les concepteurs qui maîtrisez la façade. Donc on doit trouver des solutions techniques pour être sûr que la qualité sera au niveau et à l'exigence que le client a acheté.
et adapté à cette technique. Et alors, vous prenez souvent appui sur la confiance que vous avez mis en place, que vous avez créée et qui vous permet de travailler. Tu l'évoquais tout à l'heure en disant on a réussi à faire un programme pendant le Covid, enfin un projet plutôt qui a été terminé, qui a été lauréat des prix AFEX. Comment se crée cette confiance ? Puisque on est dans ces mondes qui sont différents, à la fois par la culture, par la pratique, ou aussi par l'interlocuteur, le client qu'on a. Comment elle se constitue ? Je pense que chacun sont différents de situation. J'ai eu la chance, c'est que le premier client et le deuxième client, c'est mes collègues à l'école. On se connaît depuis 20 ans, 25 ans. Quand ils sachent que j'ai essayé de faire mon agence, ils donnaient ma chance de développer le projet avec eux. Par exemple, le projet de Ice Cube, je travaille avec Mathieu Forest, on travaille ensemble pour Jean Nouvel aussi. On a fait un projet très très vite. On a essayé parce que c'est un projet déjà fait par les autres architectes. La ville n'est pas très contente. Du coup, demandé promoteur de chercher ailleurs. Du coup, avec la confiance de mon collègue, on a montré un projet. C'est passé très vite. On a essayé d'adapter. On a essayé de prendre l'esprit de lieu. C'est une nouvelle zone de tourisme, de culture qu'il y avait avec sport de l'hiver. Du coup, nous, on a le thème de glaçons et puis avec le givre. C'est très vite accepté par la ville et puis on construit facilement. Du coup, toutes les procédures de construction, on a assez de paroles parce qu'on a soutien de la ville et le client. L'autre exemplaire, c'est le Ireland, c'est le centre d'accueil pour le fabricant d'alcool. Le site est magnifique, on a tombé amoureux sur le site. Et puis on a essayé d'expliquer notre projet, parce que le client, on ne connaît pas vraiment. On a essayé d'entrer dans la logique de client. C'est un projet qui ne cachait pas le paysage, qui doublait la vue de paysage. On descend par le rampe, entrer dans le sous-sol, et puis vous ouvrez complètement vers le canyon. L'autre côté, on a un peu caché. Du coup, c'est en logique de l'esprit de fabricants qui aiment bien la nature, le travail ensemble entre humains et nature pour la fabrication à l'école. Et puis, le client aime bien, et puis là, on a acquis la confiance de client par notre image synthèse. On a utilisé l'image, beaucoup de travail sur l'image synthèse, qui est assez réaliste, en même temps poétique. On a construit en distance, vraiment en distance. On n'est jamais sur le chantier. C'est toujours par vidéoconférence, par téléphone. On a communiqué 2 fois par semaine pour essayer de suivre le chantier. Si eux, ils trouvaient le problème, ils nous appelaient tout de suite. Heureusement, le client aussi, il a une équipe d'architectes. Ça, c'est assez souvent chez le client chinois. Eux, ils connaissent très bien l'architecture, construction, et puis on a dans le même métier. On se comprend très, très facilement. Voilà, on a essayé d'être dans la logique de client pour construire le projet. Comme ça, on a gagné confiance. C'est plus facile de travailler en distance, sans perdre des infos, sans perdre de qualité d'architecture. Voilà. La confiance, moi je dirais qu'elle se gagne dès le départ. Dans la relation avec le client et avec le partenaire. C'est-à-dire qu'au moment où on conçoit le projet, au moment de la mise en place du concept, il faut absolument être déterminé sur le récit du projet, sur ce qu'on
on ambitionne pour le projet et tenter, si c'est possible, de le dessiner au maximum, le plus précisément possible, sans tout résoudre, mais le plus précisément possible, de façon à ce que dès le départ, comment dire, l'image du projet existe et que si vous êtes retenu, il y a une forme de légitimité après à ce que, évidemment, le récit perdure et se conforte. Donc, il y a un jeu, comment dire, il y a un engagement au départ, je pense, pour les architectes étrangers qui répondent à des concours en Chine et à des projets en Chine, c'est de surinvestir chez eux, d'abord, en études et dans la, comment dire, dans la précision du concept et dans l'ambition du concept. S'il n'y a pas ça, ça laisse ouvert la porte à toutes les dérives possibles pour l'avenir du projet, puisque comment dire, la solidité n'est pas là, au sens intellectuel du terme et relationnel. Donc c'est un peu un jeu de... Enfin, c'est un jeu de séduction aussi très fort qu'il faut faire. Il faut, comment dire, il faut que le client tombe amoureux de vous, quoi, d'une certaine manière, et que par la suite, par comment dire, l'envie qu'il a de vous avoir, vous tombiez aussi amoureux de lui, quoi. Il y a un peu de cet engagement pour pouvoir y arriver, moi je trouve, sereinement. Je suis d'accord aussi de ce que tu disais tout à l'heure sur il y a à la fois la confiance par la persistance de l'image et du concept qu'on a expliqué, qui a fait qu'on a gagné, d'où l'idée d'avoir un concept suffisamment fort pour que l'enjeu soit de ne pas y déroger d'un cheveu, puisque nous, sur l'expérience de Hong Kong, c'était ça, c'était l'idée d'avoir raconté une histoire, un concept qui a été compris, approprié. Ensuite, notre objectif était de persévérer pour le tenir, le maîtriser et garantir qu'ensuite les autres pouvaient le raconter à notre place. On disait, c'est ça qu'ils nous ont raconté, et regardez, je peux vous dessiner en croquis ce que l'architecte a imaginé. Donc la persévérance, pour moi, permet de gagner la confiance. Donc ça, c'est propre à chacun. En tout cas d'exister en tant que, effectivement, avoir fait l'effort de travailler avec un architecte étranger, il faut que ça en vaille la peine quand même. Donc il faut que ces architectes puissent vraiment tenir le crayon et soient convaincus. Et puis là, je fais un bond vers d'autres expériences beaucoup plus récentes dans le domaine privé, qui est plutôt nouveau pour nous, où là, c'est pour moi différent. Il y a encore de la place pour des architectes étrangers. Là, récemment, on travaille pour un client qui est un client dans le retail haut de gamme qui s'appelle Ciarland, qui est un grand client chinois et qui, lui, cherche à ce que ces lieux où il y a un grand pouvoir d'achat en Chine puissent être d'un niveau d'exigence, de qualité excellent. Et donc nous, on a eu une porte d'entrée en travaillant pour un beau client français qui est la maison Hermès. Et donc quelque part ce gage de cette marque qualitative nous a fait entrer chez ce client. Ensuite, on a été testé énormément sur le premier projet. Il fallait convaincre, on se demandait si on n'était pas même mené en bateau pour refaire le concept. On n'est pas sûr, est-ce que vous êtes sûr? Puis comme il y a beaucoup de strates hiérarchiques chez ces clients privés, il faut qu'eux maîtrisent totalement le sujet pour le montrer au board final. Et je dirais qu'une fois qu'on a réussi ça, en tout cas c'est mon expérience, on a notre troisième projet pour eux. Ce qui veut dire qu'on a passé, on va dire, le bizutage avec eux en se disant, bon, voilà, ils nous ont convaincus sur un concept, sur une maîtrise de l'exigence architecturale, le détail, la maîtrise de l'esthétique et je dirais un certain raffinement dans la proposition architecturale. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a gagné cette confiance puisque maintenant on est ressollicité 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et alors, dans l'autre sens, on a les images de la cité universitaire à Paris avec la Maison de la Chine. Il y a peu de cas de construction à 4 mains avec des architectes chinois en France. Oui, c'est pour ça que nous, on a tenté beaucoup de choses différentes. Là, c'est lié à notre
parcours d'agence, c'est le fait d'avoir une agence en Chine nous a fait rencontrer des architectes chinois. Et lorsque ce concours a été lancé en collaboration culturelle entre la France et la Chine pour ce pavillon, la maison de la Chine à la cité universitaire, les conditions du concours étaient de faire un projet avec 2 architectes, un français, un chinois. Donc là, notre agence de Shanghai, notre directrice, avait accès à Yungo Chang, que vous connaissez, l'atelier FCJZ, qui était volontaire de faire équipe avec nous. Et on a proposé effectivement donc une expérience encore différente, parce que commande chinoise à Paris, 2 architectes concepteurs, un français, un chinois, pour une commande d'un pavillon avec une architecture influencée par la Chine, mais néanmoins intégrée à Paris. Donc beaucoup de contraintes. Là, on n'est plus dans la relation institut de design, on est dans la relation 2 architectes concepteurs, un chinois et un français. Et bon, je dirais que toutes les expériences pour nous sont bonnes à prendre, c'est vachement enrichissant. Ça s'est fait, rien n'est facile, mais en tout cas, Yungo Chang est venu à Paris, on a fait connaissance, effectivement c'était un mariage, on n'avait pas travaillé ensemble par le passé. Il avait des idées préconçues sur le projet, nous on avait d'autres idées, ces idées se sont raccordées, puisque dans le projet que vous voyez, un faisceau de contraintes important, bordure de périphérique, une image d'un projet résidence étudiante de 300 étudiants, mais aussi avec un ERP dedans pour recevoir des spectacles, du théâtre. Et donc notre proposition, en tout cas, a été vraiment influencée par les concepts de Yungo Chang, qui nous a fait connaître un peu l'histoire de l'architecture chinoise un peu plus ancienne, regarder certaines typologies. On a fortement influencé le projet par la typologie du Toulouse, qui étaient ces bâtiments qui étaient à l'époque destinés à créer des cocons de communautés circulaires construits en terre pour se protéger des invasions, mais qui avaient aussi des qualités intrinsèques de créer un cœur de communauté où on vivait protégé en famille et on circulait des logements, on faisait du commerce au cœur et on se sentait protégé. Donc nous, on a trouvé ça très intéressant. On a voulu le réinterpréter avec Yungo Chang pour l'ouvrir dans un bâtiment qui se projette aujourd'hui, un bâtiment qui soit moins fermé, mais qui s'ouvre sur la cité universitaire, d'inviter le jardin, parce que la force de la cité universitaire, c'est ce grand parc incroyable pour les étudiants. Et finalement, on a joué avec 2 cultures. La culture de cette typologie de Toulouse qui ne se protégeait pas des invasions, mais qui se protégeait du climat, qui se protégeait du vent, du soleil. Et on a créé cette peau aussi, non pas en terre crue, mais en briques, qui fait aussi un pont entre les 2 cultures, parce que finalement on a trouvé ce point commun entre ce matériau qui était très, très utilisé en Chine, mais qui est également utilisé dans nos cultures. Et puis au-delà de ça, on a décidé, et c'est là qu'on a un peu provoqué les 2 cultures et le choc aussi entre les 2 architectes. Nous, dans notre ADN, c'est beaucoup les rencontres, l'engagement vers l'extérieur, et on a proposé de faire entrer le jardin, de créer un grand escalier qui connecte les différents jardins pour l'amener jusqu'au toit, et de proposer un bâtiment qui est à la fois un bâtiment protecteur, mais un bâtiment qui favorise les rencontres culturelles. Donc voilà, en soi, je dirais que ce mariage d'architectes a fonctionné. On s'est réparti le travail. Le projet a été dessiné principalement en France, concours à 4 mains, ensuite dessiné en France, et puis technologie habituelle chinoise, WeChat, pour créer un petit groupe de travail avec Yungo Chang et son épouse et moi et Isabelle, pour arbitrer, et quand il y avait des divergences de points de vue, on va dire, qui n'étaient pas que les nôtres. J'en ai évoqué précédemment ce que tu disais tout à l'heure. Eux, étant installés à Pékin, avaient des pressions de l'État, du gouvernement, qui voulait beaucoup plus de chinoiserie justement dans ce bâtiment. Ouais, tout à fait. Donc ça a été assez compliqué, parce que Yungo Chang sortait des bureaux de Pékin en disant non, mais ils veulent beaucoup plus de bois, il faut qu'on ait des détails plus élaborés, il faut créer un filtre, cette grande ouverture
Sur le jardin, c'est pas possible, c'est pas dans l'esprit chinois, il faut créer un espèce de paravent. Donc on a été obligé de faire des propositions débattues, mais le poids qu'on a pu avoir en France en disant mais c'est un projet chinois, mais à Paris, les ABF, l'urbaniste, le rectorat ont fait qu'on a réussi finalement à trouver une interprétation chinoise qui ne soit pas un pastiche, qui était ce qu'on a pu craindre à un moment. Je vous propose qu'on tourne la parole vers la salle, parce qu'il y a les minutes aussi qui tournent aussi, ce qui n'empêche pas de pouvoir continuer les questions entre les uns et les autres. Donc, la salle, est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues à l'esprit, qui vous brûlent la gorge? Oui, je monte. Bonjour. D'abord, merci beaucoup. Alors, Ariel André, architecte à Paris pour Golem. Merci beaucoup pour cette présentation, votre temps et surtout les 3 points de vue différents et connectés. J'ai une question, j'attendais la deuxième, personne s'est dévouée, j'avoue un peu orienté. Donc, je suis une jeune architecte à Paris, agence installée, un peu comme Thomas aussi, avec une expérience à avoir travaillé pour des grosses agences internationales et maintenant rentrée. Il se trouve que pas mal de mes projets ont été apparemment publiés en Chine, parce que c'est un réseau auquel je n'ai pas trop accès. Je ne parle pas chinois, personnellement, je n'ai aucun lien direct avec. Mais je le sais parce que je reçois souvent des mails pour des demandes d'images. J'ai été invité aussi à la Design Week de Shanghai. Et c'est un marché que personnellement, je n'ai jamais pensé à même viser, à développer. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, surtout avec le contexte en ce moment. Si le fait de plaire un peu là-bas, d'ailleurs plus qu'en France, pouvait être une idée, et si oui, comment y penser, à y réfléchir? Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus, à l'échelle d'une petite agence? Pas évident. Je dirais qu'il n'y a pas, déjà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exemple type, donc moi je partage ce qu'on a vécu, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Je ne cache pas qu'effectivement nous, dans la période Covid et post-Covid, on s'est posé des questions si on avait encore une pertinence de rester là-bas, puisque effectivement les projets qu'on a évoqués, équipements publics qui sont de plus en plus... un peu plus fermé, et en parallèle il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas vu le jour. Nous, les dernières années de nos expériences sur des bâtiments publics, on s'est un peu cassé les dents à être sélectionné, être dans le tour final, 2e, 3e, ou gagner un concours qui ne sortait pas, sans jamais avoir une explication totalement valide. Je dirais que moi, je suis plutôt enthousiaste. J'ai envie de dire que oui, c'est à la fois un territoire très intéressant, mais de là à dire quel peut être le moyen d'y arriver. Voilà, moi, je parle de mon expérience avec le fait d'avoir créé un bureau sur place, qui est une prise de risque. De toute façon, il n'y a pas de réussite sans prise de risque. Donc, nous, on a fait cette prise de risque qui est payante aujourd'hui parce qu'on y est et on s'est fait un réseau, des références. Je dirais que c'est pas suffisant par la qualité de l'image. Il faut ça t'en parlera mieux que moi, mais le réseau là-bas est quelque chose de très très important. Il faut forcément s'associer. Enfin, dans mon cas, sans avoir de collaborateurs chinois, je dirais que c'est quasi impossible. Ça, il y a pas mal d'agences françaises aussi qui peuvent en témoigner. Donc ça passe, je dirais, le côté fleur au fusil de moi, ce que j'ai vécu par le concours à Hong Kong. Ça, c'est un peu rare. Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, tu as des projets architecturaux avec des images qui plaisent là-bas. Il faut trouver des relais. Vous savez aussi qu'en Chine, il y a beaucoup d'intermédiaires qui ont des contacts avec l'État, avec les clients, qui présentent les architectes qui peuvent être amenés à être
à plaire justement dans certains cadres. Donc il faut trouver ces contacts. Moi aujourd'hui, je ne m'aventurerai pas en Chine sans avoir des contacts là-bas. Oui, moi j'agrée totalement, hein. Nous, alors on est une structure aéroport de Paris avec cette ingénierie à des pays puissante évidemment, et puis avec une expertise hein, qui est celle des aéroports, qui par la suite nous a amené à concourir librement d'ailleurs en candidat libre et non invité sur l'Opéra de Pékin. Mais de notre expérience, bien qu'on soit une immense ingénierie, on n'a jamais ouvert de bureau sur place. C'est-à-dire qu'on a, Thomas, je ne sais pas si tu le ressens ou pas, mais on a toujours pensé qu'il était nécessaire de garder de la distance avec le client chinois ou les clients chinois, de façon à ne pas tomber dans le tropisme de devenir soi-même chinois, plus chinois que le chinois. Parce que si on est désiré en Chine en tant qu'architecte, designer, urbaniste, paysagiste, c'est par notre culture française, locale, latine, qu'on est désiré et attendu. C'est pas par notre capacité à se fondre dans la culture chinoise. C'est pas du tout ça. En fait, c'est notre identité, notre unicité latine qui fait qu'on est apprécié. Et donc, il faut trouver le moyen de travailler avec la Chine, parce que c'est quand même vraiment une aventure formidable, hein. C'est de l'ordre de l'aventure. Ça, c'est pas un travail anodin. On sort des chemins battus, on est dans une aventure dans laquelle personnellement, il faut s'engager énormément avec ses collaborateurs, etc. Voilà, donc, dans les années où moi j'y étais, en tous les cas, c'était porte ouverte, d'une certaine manière, on peut le dire comme ça. La Chine était vraiment toute porte ouverte au monde entier. Et il y a eu des très belles aventures personnelles, hein, vraiment, avec des petits moyens, des très très belles aventures personnelles de designers, d'architectes, qui sont toujours là-bas d'ailleurs. Mais en même temps, il faut rester dans sa propre culture pour pouvoir plaire, pour pouvoir intéresser réellement le client chinois qui est dans le désir de connaître et de partager d'autres cultures. Ouais, je reviens même, je complète ce que je disais, parce que quand on a gagné ce projet de Hong Kong, un peu comme tu l'évoquais, je me suis dit, bah voilà, le téléphone va sonner, ça va enchaîner sur d'autres choses. Ce n'était pas le cas. Donc on a fait aussi beaucoup de tentatives depuis la France, mais sans avoir ce relais local. Et ce qui a été déclencheur, c'était d'avoir un relais local. Et je le disais à François aussi, par rapport à ce commentaire, c'est nous, en tout cas ce qui nous fait fonctionner aujourd'hui, on joue sur le fait qu'on reste dans notre bulle de concepteurs avec une forme de liberté et d'audace nous permettant de proposer, c'est ce qui est recherché. Néanmoins, on a la traduction locale qui est absolument nécessaire, parce que culturellement c'est quand même très sophistiqué de comprendre la demande. Elle n'est pas directe, on n'a jamais un retour direct, on n'a jamais une expression aussi franche qu'on peut l'avoir ici. Et toi tu l'évoquais aussi quand on avait discuté, quand tu travailles avec un architecte français associé et que toi tu es là-bas avec le client pour faire comprendre même à ton associé français que le client ne voit pas les choses de la même manière, ça demande beaucoup d'efforts. Donc moi mon conseil c'est trouver un partenaire là-bas. Merci beaucoup. D'autres demandes de parole? Merci Françoise. Juste
voudrais juste souligner que sur la qualité des LDI, des Local Design Institute, je pense moi j'entends des propos dont on pouvait faire la transmission il y a 20 ans. La qualité aujourd'hui qui est produite en Chine par les Design Institutes peut être de extrêmement haut niveau, bien sur des problématiques qui sont très différentes des nôtres et avec des solutions extrêmement intelligentes et très qualitatives. Que ce soit à Xi'an, que ce soit à Wuhan, vous regardez les travaux dans le domaine du patrimoine, je pense qu'on n'a plus rien à leur apprendre. D'accord. Donc je pense que ce que l'on rencontre et ce que l'on rencontre dans tous les pays quand on va à l'étranger, c'est une réticence de culture si on n'arrive pas à faire un échange. Cette notion d'échange, et je pense que Françoise va partager ce point de vue, est absolument essentielle et c'est ce qu'ils viennent chercher et c'est ce qu'on doit apporter pour arriver à produire quelque chose. Mais je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire que les Local Design Institutes ne sont pas capables ou ne savent pas faire et qu'il faut les surveiller, etc. Je pense qu'on est très très loin de là. Les projets qui sont faits sont des projets remarquables. J'étais à Business France la semaine dernière avec notre ministre. On est sur des capacités d'expansion aujourd'hui qui sont de 4,8% pour cette année. C'était 5,1% en taux de croissance l'an dernier. Effectivement, c'est plus les 10% qu'on avait il y a 10 ans, mais c'est des pays qui sont obligés de se mettre à construire et de continuer à construire et qui n'ont pas le choix d'aller vite sur des problématiques pour lesquelles nous mettons beaucoup de temps. On parle de solutions techniques également. En France, on a des ATEX, etc. Ils sont obligés d'aller plus vite sur ces sujets-là. Et je pense qu'ils sont assez remarquables dans pas mal de domaines sur lesquels on a, nous, aujourd'hui, à apprendre. Merci Ariane pour cette contextualisation indispensable. Je viens de ce côté-ci. Et tiens, je vois que tu es prêt à... En fait, je dois remercier Ariane qui me... C'est grâce à elle que je suis rentré à l'agence à Gien il y a 20 ans. Ouais. Et puis on travaillait beaucoup ensemble pour Namok aussi. C'était une expérience extraordinaire. On n'a pas trop lu ailleurs, presque. Par rapport à l'achat local, il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a des très bons achats locaux, par exemple Biad et Cadi. Il a beaucoup d'expérience, c'est une grosse institution, il y a 3 000, 4 000 personnes. Il y a des achats locaux très dans la ville moyenne, par exemple, on travaille souvent dans la ville, petite ville, pas petite ville, mais troisième rang ville comme Zhengzhou, et puis le tout petite ville qui est très très éloignée à Sichuan, à Erlang. Là, on travaille avec l'achat local de taille, c'est beaucoup plus petit, c'est pas la même chose que Biad et Cadi, c'est différent. Et puis la dimension de construction et la quantité de construction en Chine aujourd'hui s'est réduite énormément. Je reviens sur vos questions de confrères. Si vous voulez se développer vers la Chine, effectivement, il faut trouver le partenaire l'achat local, c'est important. Eux, il y a des contacts beaucoup plus que les autres petites agences, par exemple des agences indépendantes, les jeunes chinois qui de plus en plus travaillent indépendamment. Mais le réseau, c'est beaucoup plus réduit. En plus, c'est le concurrent. Par contre, LDI, si tu travailles avec LDI, ça c'est LDI plutôt travaille pour document construction et l'architecte étranger travaille sur la conception. Du coup, il y a l'espace associé ensemble. Ça, je pense que c'est important, surtout aujourd'hui. La plupart des projets, c'est
la Chine a volontairement politique pour le projet public. Il faut une institution publique qui soit l'architecte, au lieu d'architecte étranger. Du coup, mon conseil, c'est de trouver ou plusieurs architectes locaux pour travailler ensemble. Tout début, peut-être c'est le petit projet de concours. Après, avec connaissance, c'est plus facile d'entrer dans le marché chinois. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des points qui vous viennent à l'esprit que vous voulez absolument aborder pour conclure cette séance qui abordait la question de la Chine, mais pas seulement, puisque tu nous as emmenés jusqu'en Grèce, Tiang, en travaillant là encore entre plusieurs cultures et plusieurs... non, on est sur les mêmes continents, mais entre différentes pratiques. Moi, personnellement, on a vu toute cette architecture des années 95, 2010, 2015 se développer internationalement parlant en Chine. Comment dire ? Il me semble qu'il doit y avoir sur les territoires des provinces, les villes, évidemment une production architecturale contemporaine aujourd'hui, moins importante dans les programmes, etc., mais qui s'ancre dans le territoire, puisque le territoire étant tellement immense, c'est quand même peut-être plus facile de travailler régulièrement sur un même territoire. Et alors, pour le coup, c'est une question, je me retourne vers toi, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'il y a une émergence, d'écriture architecturale locale, ancrée dans le territoire et dans la culture locale, avec, un temps d'exploration des architectures, du projet, d'élaboration, comme on a pu le voir, par exemple, à Barcelone avec Gaudi, avec Mackintosh en Écosse, c'est-à-dire des architectes qui s'engagent territorialement sans dépasser la limite de leur province, entre guillemets, et qui tentent un travail de recherche très basé sur la culture locale, les matériaux, les savoir-faire, les artisans. Voilà. Est-ce qu'il y a au-delà du côté international, est-ce qu'on voit aujourd'hui, dans ce moment de repli un peu comme ça sur l'architecture internationale, est-ce qu'on perçoit ce type de travail et de production ? La Chine, avec l'échange depuis 40 ans, avec l'extérieur, l'architecte étranger, maintenant, plus en plus de jeunes architectes qui commencent à voir le vraie culture architecture. Ça n'existe pas il y a même 30 ans, 20 ans. Ça n'existe pas. Pour ça, la Chine a ouvert pleinement la porte pour les architectes étrangers à l'époque. Et puis, avec ces années d'échange, les jeunes générations qui se développent très rapidement. Maintenant, on peut voir facilement des publications jeunes architectes chinois qui construisent en Chine principalement, mais commencent à travailler ailleurs. Par exemple, MAD, ils construisent des projets en Europe, à Paris, ou l'autre architecte. Maintenant, pas beaucoup, mais ça commence. Et aussi, il y a des architectes qui vraiment travaillent localement, qui deviennent plus en plus connus. Par exemple, à Chengdu, il y a Liu Jiakun, qui est grand architecte, qui utilisait souvent les matières très brutes, très réelles, pour voir de l'espace assez entre guillemets chinoise, local à Chengdu.
aussi, Zhang Yonghe Chang, aussi, il a travaillé beaucoup sur la construction traditionnelle. Même il est formé aux États-Unis, principalement. Il a beaucoup de recherches sur les matières, les méthodes de construire traditionnelles avec l'espace abstract, mais il y a des références toujours traditionnelles. Des jeunes aussi, des architectes, jeunes architectes qui sont formés en France, qui sont tournés en Chine, qui développaient des constructions, architecture en terre cuite, en terre, comment ça s'appelle, cuite, pisée, en terre puisée. Il y a beaucoup de recherches dessus, construire, commence, des projets intéressants. Il y a des mix, en fait. Il y a des jeunes qui très style horizontal, la forme, courbe, Zaradide, ou pur, un peu Le Corbusier de époque modernisme monumental. Il y a aussi des architectes qui travaillent, comme on a vu, sur traditionnel, dans l'esprit de continuation architecture chinoise. Voilà. C'est un peu mix maintenant. Bon, ben merci sur cette conclusion que tu nous amènes. En fait, Tiang a montré que l'ouverture a permis, sur 40 ans, d'avoir cette qualité d'échange, cette qualité d'exigence et de montrer aussi toutes ces situations très complémentaires et contradictoires. Puisqu'en fait, que ce soit les points évoqués par Ariane, ceux que vous avez évoqués les uns et les autres, on voit que suivant la qualité du maître d'ouvrage, suivant la qualité du client, la qualité de l'échange culturel qui se met en place, eh bien, on arrive à des résultats qui sont extrêmement différents et que la relation, en fait, elle est fondamentale pour arriver à ces excellences, puisqu'on voit bien dans les projets que vous nous avez présentés que vous étiez face à ces enjeux. On arrive donc à 20h29, c'est dire qu'on arrive vraiment à la fin. Donc, merci, un grand merci à vous, François Tamisier, Thomas Coldefi et Zhou Tiang. Zone of Utopia, agence Coldefi, et puis François Tamisier, ADPI, qui n'existe plus, ADPI International, mais aussi son agence. Merci Mathieu, merci Émilie pour toute la préparation de cette après-midi. Désolé pour le retard. Et puis, si vous voulez continuer à échanger avec nos invités pendant qu'on range, eh bien, profitez-en. Rendez-vous après l'été, nous avons la pause estivale pour les prochains rendez-vous Chine, d'autant que vous avez vu que les abords commencent à être un peu compliqués d'accès. Donc voilà, merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de venir.